Hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pêle-mêle, et cette fois-ci on va se consacrer aux jeux vidéo et nous allons commencer ce pêle-mêle par un jeu que je considère comme l'une des meilleures expériences que je n'ai jamais vécues. Je parle bien sûr de Breath of the Wild. Je vous en avais déjà parlé mais je n'avais pas totalement terminé à l'époque. J'étais sur le DLC notamment, et ensuite après le DLC je me suis affairé à conclure l'aventure juste avant Tears of the Kingdom. Que vous dire Ocarina of Time, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Breath of the Wild, on va dire que c'est mon troisième jeu préféré de tous les temps, et c'est surtout le Zelda qui m'a permis de renouer avec ce sentiment d'extase eu égard à l'immersion dans un univers virtuel que j'avais ressenti durant Ocarina of Time et que je n'ai plus vraiment ressenti à l'encontre des Zelda qui ont suivi OOT. Non pas qu'ils soient mauvais, je les ai adorés, chaque Zelda, chaque gros Zelda est une masterclass, mais ce n'était pas du tout la même immersion, ce n'est pas du tout la même joie de découvrir un univers, le même sentiment de liberté, ce plaisir d'explorer, ce sentiment organique que j'avais quand je parcourais la plaine d'Hyrule. J'ai mis beaucoup de temps à la retrouver, et ça a été du coup Breath of the Wild, le open world qu'il a introduit dans la saga. En ce qui me concerne, ça marchait du feu de Dieu, c'était juste incroyable. Un Hyrule gigantesque, et tout m'a plu, que ce soit l'histoire assez dramatique, mine de rien, les personnages, la tonalité onirique, les mécaniques bien sûr, ce sentiment de pouvoir explorer à la verticale, notamment en escaladant les différentes parois montagneuses, la physique du jeu qui est incroyable. Bien sûr, il y a quelques défauts, mais c'est des défauts tellement mineurs à mon sens. On pourrait par exemple parler des boss qui sont pas très mémorables dans la plupart des cas. Bon, le boss du DLC, c'est quelque chose. Mais autrement, c'est vrai que les ombres de Ganon, c'était pas la folie en termes d'impact émotionnel. Et effectivement, les donjons, il n'y a pas vraiment de donjons. Il n'y a pas de donjons dans le sens classique du terme, donc ça aussi, c'est un défaut. Mais clairement, si je compare à l'expérience que j'ai vécue avec Breath of the Wild, rien à dire, c'est une masterclass. Et encore une fois, ça a renoué avec ce sentiment de liberté que j'avais ressenti pour Ocarina of Time quand je n'étais encore qu'un jeune enfant. Quel bonheur, quel bonheur. C'est pour ça que je suis passionné par les jeux vidéo, c'est parce qu'ils peuvent vous procurer parfois des sentiments, des émotions juste incroyables, parfois inégalables. Quelle extase, quelle extase. Et on enchaîne naturellement par sa suite, Tears of the Kingdom, les larmes du royaume, qui a plus divisé que Breath of the Wild. Alors, il faut rappeler que The Legend of Zelda, un peu comme la saga des Final Fantasy, à chaque gros opus, il y a toujours des fans qui sont pas contents, parce que l'ADN de Zelda, c'est aussi vouloir changer quelque chose, vouloir changer la mécanique, vouloir changer l'ambiance, la direction artistique. Il y a toujours quelque chose qui va changer, parfois très important. Et Breath of the Wild, pour le coup, oui, ce fut très important, vu qu'on est passé d'un jeu d'action-aventure assez structuré, par zone notamment, avec un ordre plus ou moins défini, à un open world où clairement on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Avec TOTK, ce qui s'est passé, c'est que certains fans lui ont reproché d'être similaire à Breath of the Wild, et c'est un sentiment, c'est une critique tout à fait recevable. Pourquoi? Parce que la carte globale de Tears of the Kingdom est peu ou prou la même que celle de Breath of the Wild. Donc clairement, quand vous avez fait Breath of the Wild, vous avez effectivement l'impression d'explorer un peu les mêmes contrées, les mêmes plaines, les mêmes cavernes, même si pas mal de choses ont changé, notamment les cavernes ont été approfondies, elles sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus magiques à mon sens. Autre défaut qui revient pour ce TOTK, on va ensuite parler des grandes qualités, les îles célestes qui sont pas si folles que ça, il y en a pas tant que ça, et surtout elles ne sont pas vraiment vastes, on ne peut pas vraiment s'y promener à longueur de temps. On a vite fait le tour, mine de rien, de ces îles qui font plus office d'épreuves, de missions qu'autre chose. Il y a juste l'île céleste principale qui est pour le coup très très belle, majestueuse, et qu'on prend plaisir à explorer, mais pour le reste malheureusement ce n'est pas ça. Et pour les profondeurs, eh bien c'est encore pire, dans la mesure où tout est plus ou moins dans la même tonalité de couleurs. On a l'impression d'évoluer toujours dans les mêmes environnements. Il y a très peu de diversité, et du coup on y va essentiellement pour farmer, pour rencontrer de gros ennemis, de gros monstres, et bien sûr pour tenter de 100% le jeu quand on a envie de 100% le jeu, ce que j'ai fait au passage. Soka. Nintendo aurait dû mieux les travailler, quitte à prendre encore 1 ou 2 ans de développement. No, don't like that. Et pourtant, TOTK est mon deuxième meilleur jeu ever. On a Ocarina of Time en première position, Breath of the Wild en troisième position, et du coup TOTK en deuxième position. Pourquoi? Eh bien pour moi c'est simple. Breath of the Wild m'a tellement estomaqué, m'a tellement enchanté de bout en bout, que en un sens, tout ce que je demandais à TOTK, c'était d'être Breath of the Wild, mais en mieux. Et c'est ce que fait TOTK. Au niveau des mécaniques de gameplay, c'est encore plus précis, encore plus organique, même en termes de physique. On a notamment la mécanique
mécanique de pouvoir assembler différents objets, les fusionner pour s'adonner à des plaisirs d'ingénierie qui n'ont pas ravi tout le monde, hein, loin de là. Et au-delà de ça, en termes d'exploration, en termes de sentiment de liberté, j'ai encore mieux apprécié mes randonnées équestres, à pied, à véhicule aérien, à vapeur, en bateau, en radeau, que dans Breath of the Wild. Donc clairement pour moi, c'est une grande réussite. Aussi une amélioration de TOTK par rapport à Breath of the Wild, c'est au niveau du bestiaire. Le bestiaire de Breath of the Wild était assez limité. Celui de TOTK est quand même plus étoffé, plus varié. On a davantage de gros monstres, notamment des monstres suffisamment puissants pour justifier des combats épiques. Et en termes de donjons, et bien cette fois-ci on a de vrais donjons, de beaux level design, de beaux boss, des affrontements vraiment épiques, notamment un en particulier. Et en termes de boss, clairement, c'est le Ganondorf le plus charismatique, le plus imposant de tous les temps. Tous Zelda confondus, c'est vraiment le Ganondorf qui m'a le plus impressionné en termes de majesté, d'aura. Quel seiyuu. Je l'ai fait tout le temps en japonais, hein, personnellement. J'ai cru comprendre qu'en anglais c'était très bien, en français aussi, mais pour ma part c'est japonais. Tous les seiyuu sont incroyables. Et du coup, en termes d'histoire, c'est quand même très épique, très dramatique également, notamment avec le personnage de Roru, le premier roi d'Hyrule, hein, si on peut dire ainsi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Zelda soit davantage mise en avant, soit clairement dans un rôle central. Cette fois-ci, on a vraiment l'impression que la légende de Zelda, c'est la légende de Zelda dans Tears of the Kingdom. Et du coup, j'ai tout bonnement adoré parcourir à nouveau ce Hyrule qui tente de se reconstruire après l'apocalypse de Ganon. Ce fut un bonheur de bout en bout. Pour vous faire un ordre d'idée, Breath of the Wild, j'ai mis 150 heures de jeu. Tears of the Kingdom, j'ai plus de 500 heures de jeu. Forcément, je l'ai 100%. Donc les Korogu, toute la map à 100%, toutes les missions accomplies, les médailles de monstres, ce fut magique. Je peine encore à réaliser à quel point j'ai apprécié les larmes du royaume. J'ai hâte, grand hâte de découvrir à quoi va ressembler le prochain Zelda, qui cette fois-ci ne sera pas une suite directe de Tears of the Kingdom. Donc on va se retrouver avec de nouveaux risques pris par Nintendo, de nouvelles nouveautés. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pokémon Écarlate, le masque turquoise et le disque indigo, donc il s'agit de DLC. J'ai pour ma part beaucoup aimé Pokémon Écarlate. Alors Pokémon Écarlate est violet bien sûr, malgré une technique catastrophique, des graphismes dégueulasses, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup accroché. On a une dramaturgie qui est assez importante et qui m'a agréablement surpris. Et au-delà de ça, j'ai plutôt aimé le gameplay en général. Ce simili sentiment de liberté bien sûr, hein, parce que bon, c'est un open world qui, quand on le compare par exemple à TOTK, bonjour au revoir. Ceci dit, dans l'absolu, c'est un open world qui se laisse parcourir avec différents Pokémon sauvages qui font leur vie ici et là. Je me suis surpris à me laisser entraîner dans ce lore. Et en ce qui concerne ces DLC, j'ai apprécié les différentes histoires. Il y a quelques personnages qui sont très attachants. On fait un arc Dark Sasuke assez sympa à suivre. Et puis en termes de challenge, c'est plus difficile à mon sens que l'aventure classique. Pokémon Écarlate et Violet pour le coup, en termes de combat de fin, c'était plutôt bien équilibré. C'était pas si facile qu'on aurait pu le penser. Le masque turquoise en soi, il est pas si compliqué. En revanche, le disque indigo, c'est peut-être l'une des parties les plus difficiles de tout Pokémon ever. Que dire d'autre? Nous sommes d'accord, la technique désastreuse, mais histoire plutôt à la hauteur, personnage assez attachant. En termes de chara-design, c'est vraiment du quasi 10 sur 10. Les nouveaux Pokémon, pour ma part, j'ai beaucoup aimé, notamment le petit Ocarpon et son histoire assez triste. Surtout, j'ai l'impression que Pokémon, malgré tous ses défauts, d'opus en opus, commence à se peaufiner et à se rapprocher de cet idéal que l'on recherche toutes et tous dans Pokémon, à savoir un Pokémon qui soit non seulement beau bien sûr, mais qui soit à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une si grande licence et qu'on en puisse avoir un jour un open world digne de ce nom, digne de TOTK, de Breath of the Wild, un sentiment d'osmose inouï et des Pokémon auxquels on s'attache qui dégagent une véritable personnalité. Il va falloir attendre à mon avis encore quelques temps, mais je suis certain que de génération en génération, nous allons y parvenir. Mario Kart Tour, c'est déjà terminé. Ça s'est terminé il y a quelques temps maintenant. Ce jeu mobile m'a accompagné pendant 2-3 ans. J'ai beaucoup aimé, donc il y avait un aspect très compétitif. C'était du free-to-play, mais si on voulait vraiment évoluer dans les ligues les plus hautes, il fallait à minima quand même l'abonnement payant à 10 € par mois, ce que j'ai pris, hein, je l'admets. Et il a accompli son objectif, hein, à savoir m'occuper quotidiennement. J'y jouais quand même assez souvent, tous les jours, parfois 1 à 2 heures par jour. Clairement, j'appréciais jouer à ce jeu. Tenter de passer de ligue en ligue pour obtenir tel ou tel costume plus ou moins important, sachant qu'on pouvait level up les costumes et les items pour pouvoir booster notre score en compétition. C'était très addictif. Nintendo a choisi d'y mettre un terme. Pourquoi? Peut-être parce que Mario Kart 9 va bientôt arriver, ou parce qu'ils vont sortir un nouveau jeu mobile, je sais pas. J'ai été numéro 1 pas mal de fois, mine de rien. Si, vraiment.
Animal Crossing Pocket Camp, donc là tout comme Mario Kart Tour, ça s'est terminé il y a quelques mois. J'ai repassé beaucoup de bons moments avec ce jeu-là également, établir mon camp au fil des saisons, donc il s'agit d'un free-to-play, mais on pouvait craquer de temps en temps et dépenser du véritable argent pour tenter d'obtenir tel ou tel item, un toboggan aquatique, un cygne géant, un pont magnifique surmonté de sakura avec un étang et ses poissons koi, que ça soit l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, j'avais mon décor, j'avais mes thématiques, j'y passais 10, 15, 20 minutes par jour. C'était assez reposant et surtout comparé au jeu principal, donc Animal Crossing sur Switch, eh bien celui-ci il était mis à jour régulièrement. On avait tout le temps du nouveau contenu. C'est à la base ce qu'on voulait pour Animal Crossing Switch, mais bon, Nintendo a décidé de ne pas le faire, alors que le jeu a cartonné, c'est vraiment incompréhensible. Mais bon, voilà. En tout cas, Pocket Camp s'arrête. Cela étant dit, ce n'est pas comme Mario Kart Tour où, même si on peut continuer d'y jouer, en gros, il n'y a plus de nouveaux circuits. Pour Pocket Camp, le support en ligne est plus ou moins terminé. En revanche, on peut décider d'acheter le jeu, une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises, et du coup, on conserve tout ce qu'on a acheté et on peut continuer à y jouer tant qu'on veut. C'est plutôt une bonne chose que Nintendo ait exploré cette voie-là. Pokémon Go. Mine de rien, Pokémon Go, j'aurais passé de très bons moments. Je m'y suis mis sur le tard parce qu'à l'époque de sa sortie, j'avais l'iPhone 4S qui ne me supportait pas. Du coup, c'était trop puissant pour le pauvre 4S. Du coup, j'accompagnais parfois mes amis et je les voyais capturer des Pokémon dans mon coin. Je sais pas si vous voyez le même où t'as quelqu'un qui est comme ça dans un coin et les gens ils font la fête. Ils les regardent comme ça, l'air abattu, l'air un peu triste. Et ben, c'était pareil. Oui, je m'y suis mis sur le tard et j'y ai beaucoup joué pendant, allez, on va dire peut-être 2 ans. J'ai parcouru les étendues parisiennes de bout en bout pour capturer tel ou tel Pokémon. J'ai attrapé beaucoup de Pokémon et ce qui m'a plus ou moins freiné dans l'utilisation de Pokémon Go, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, Niantic, ils avaient l'idée de donner une sorte de pass de raid à distance, un par semaine. Et donc du coup, on pouvait combattre par exemple des Pokémon légendaires à distance avec d'autres personnes. Et moi, en tant qu'introverti et éternel solitaire, c'était parfait. Sauf que à un moment donné, ils ont décidé de ne plus donner ce raid à distance gratuit par semaine. Et c'est à partir de là que, en gros, j'ai commencé à arrêter de jouer parce que, forcément, à partir du moment où on peut plus vraiment attraper les Pokémon que l'on souhaite, ce n'est plus aussi attractif qu'avant. Et pour le coup, je n'avais pas spécialement envie de mettre de l'argent dedans. Je continue d'y jouer vraiment une fois toutes les calendes grecques, mais on va dire que la magie a disparu. Et je pense que Niantic avait les moyens de conserver une large partie des joueuses et joueurs et de les maintenir éveillés d'année en année. Tant pis pour eux. Cela étant dit, il y a pas mal de personnes qui continuent de jouer à Pokémon Go et peut-être que je m'y remettrai un jour, mais en tout cas, pour l'heure, ça ne me donne pas plus envie que ça. Mario Wonder, un excellent Mario 2D, vraiment en termes de créativité, en termes de direction artistique, en termes de sound design, en termes de musique, bande originale, c'est vraiment magique. Un très bon moment. Le jeu est relativement facile, mais si vous voulez le 100%, si vous voulez le 100%, autant vous dire que les derniers niveaux, vous allez suer. Le dernier niveau en particulier où il faut enchaîner plein de petites séquences de gameplay, rien que d'y penser, je souffle. Mais en tout cas, un très bon moment. Peut-être le meilleur Mario 2D que j'ai fait, sachant que les Mario 2D de base, je suis pas incroyablement fan. Pour le coup, celui-là, il est tellement ingénieux, il est tellement créatif. On sent vraiment que l'équipe a pris un plaisir inouï à mettre en place les différentes mécaniques, les différents combats de boss. Les niveaux musicaux également sont vraiment magiques. Très bon Mario. Octopath Traveler. L'un de mes meilleurs jeux ever. Je pourrais peut-être même le mettre dans mon top 5. C'est un JRPG en pixel art magnifique. La bande originale est vraiment somptueuse. Quasiment tous les thèmes sont mémorables. Les personnages sont très attachants. Leurs histoires différentes qui sont plus ou moins pas forcément connectées entre elles, mais nonobstant très bien narrées. Primrose, je t'aime, tu es incroyable. Ça a été juste magique. Je n'ai pas joué à énormément de JRPG pour l'heure, mais Octopath Traveler, ça m'a fait comprendre à quel point les JRPG pouvaient vous immerger avec une puissance inouïe dans leur lore et vous faire attacher à leurs personnages d'une manière particulièrement profonde. C'est le genre de jeu que vous allez adorer faire de bout en bout. Je suis même allé au post-game avec l'un des boss les plus difficiles ever. Je parle de Caldera, ce boss très compliqué à vaincre en post-game, qui m'a fait suer de nombreuses heures, qui m'a fait comprendre la nécessité de préparer vraiment mes équipes pour un affrontement en particulier. Et au-delà de ça, ça a été juste magique. Au niveau des émotions ressenties, la mélancolie, la nostalgie, de la joie, de la tristesse, de la torpeur. Cette impression d'avoir vraiment vécu l'aventure, c'est quand même assez fou. Moi de base, je suis plutôt 3D
2D. En termes d'immersion, ça me facilite énormément l'application dans l'univers. Mais là, clairement, Octopath Traveler m'a démontré que c'était évidemment possible de faire de même en 2D. Il me tarde de faire la suite. Apparemment, la suite est encore meilleure. Je demande à voir. Après, ce qui est compliqué, c'est un peu comme Ocarina of Time. Quand vous prenez une première grosse baffe dans la gueule et que la suite reprend plus ou moins la même structure, c'est peut-être très bien, mais c'est pas du tout la même baffe que la première fois. Dans tous les cas, incroyable. Peut-être le meilleur JRPG traditionnel auquel j'ai joué, que ce soit au niveau des différentes mécaniques de gameplay, que de l'histoire, que de la direction artistique, que de la bande originale, de l'affect, de l'ambiance. Merci Octopath. Final Fantasy VII, mon premier Final Fantasy, et je comprends pourquoi il est aussi culte. En termes d'histoire, c'est très intéressant, assez complexe à comprendre. Clairement, il y a des moments où j'étais perdu, mais au final, bon, on finit par comprendre les tenants et aboutissants. On a beaucoup de personnages qui sont torturés, notamment Cloud, hein, qui est le personnage principal. Que ce soit en termes d'univers, que ce soit en termes de combat, que ce soit en termes de Némésis, tout est culte. Ça devait être une claque peu ou prou similaire à celle que j'ai ressentie pour Ocarina of Time, qui est sortie en 1998, et même quasiment plus de 20 ans après, j'ai pris énormément de plaisir sur ce Final Fantasy VII. Je l'ai même quasiment 100%, en tout cas j'ai vaincu tous les boss en post-game. J'ai voulu tester mes limites en affrontant tel ou tel adversaire, en affrontant tel ou tel mode. Il faut enchaîner les combats, enchaîner les victoires, et tester toutes sortes de combinaisons, le fameux ruban rose. N'oublions pas le phénix, hein, phénix automatique. Soka. Très important hein, si on veut respawn. Les chevaliers de la table ronde au niveau des invocations, le chocobo d'or. Donc clairement, à partir du moment où vous avez envie de maximiser votre arsenal offensif et défensif, c'est que le jeu a parfaitement accompli sa mission. Et ce fut le cas. Donc très belle aventure. Et évidemment très dramatique, très tragique. Je ne vais pas spoiler, mais bon, j'imagine que vous êtes au courant. Ça m'a donné envie évidemment de faire les autres Final Fantasy, à savoir le 8, le 9, le 10, le 12, le 13, le 15 et le 16. Et ensuite, Remake, Rebirth, la partie 3. On est parti pour une très longue odyssée de Final Fantasy. On m'a également recommandé le 6, ainsi que le 5 et ainsi que le 4 également, le 3 aussi je crois. J'ai de quoi faire. Le remake de Link's Awakening, c'était très mignon. J'ai pris un malin plaisir à redécouvrir Link's Awakening. Je me souviens l'avoir fait sur Game Boy Color peut-être à l'époque. Je suis même pas certain de l'avoir terminé, j'étais quand même petit. Du coup, j'ai beaucoup aimé revivre cette aventure en chibi et avec une direction artistique, ma foi, très agréable à regarder. Un peu pâte à modeler, j'ai trouvé. Et bon, bah, ça reste un Zelda. Les donjons sont très sympas, les boss sont bien élaborés, la carte est bien construite, la magie est présente. Et c'est l'un de ces Zelda qui, en termes de mélancolie, frappe particulièrement fort. Alors, je vais pas spoiler, mais clairement, c'est une histoire douce amère. Et encore une fois, une très belle aventure. Je l'ai même fait 2 fois de suite pour le 100% et avoir la véritable fin qui donne envie de chialer, qui m'a fait chialer du coup. Si vous avez joué au premier jeu ou si vous aimez Zelda, foncez. Super Mario Odyssey. C'était un très bon Mario. Là, peut-être l'un de mes Mario 3D préférés. Derrière Sunshine quand même, j'avais beaucoup aimé Sunshine à l'époque, ne serait-ce que pour son ambiance estivale, la station balnéaire, et puis la mécanique avec le jetpack, j'avais adoré. C'était un Mario aussi très difficile, il y en a beaucoup qui n'avaient pas 100% parce que c'était quand même très compliqué, notamment au niveau des pièces rouges. Pour Mario Odyssey, je voulais également 100%, très difficile aussi. Hein. De toute façon, les Mario 3D, quand vous voulez les 100%, ça commence vraiment à se compliquer. Comme la plupart des jeux Nintendo de manière générale, hein, si vous voulez. Le fil rouge en soi est plutôt facile et plutôt accessible, mais si vous voulez vraiment aller dans le post-game, faire du 100%, là, ça commence à se compliquer drastiquement. Et c'est le cas de ce Mario Odyssey qui clairement m'a donné des crises de nerfs pas croyables pour certains niveaux qui étaient très compliqués. Mais quel bonheur une fois que vous les avez réussi. Et c'est ça qui est très bien avec Mario, c'est que le gameplay est suffisamment travaillé et parfait en soi pour que petit à petit, à force de faire, refaire un niveau, vous commencez à assimiler les patterns et au bout d'un moment, vous y parvenez. Ça, c'est quand même incroyable. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas incroyablement fan des Mario de base, mais dans tous les cas, ça reste toujours une aventure très sympa à vivre, ne serait-ce qu'en termes de fun pur et dur. Echoes of Wisdom, un Zelda très sympathique. Certains pourraient dire que c'est un Zelda oubliable, alors je n'irai pas jusque-là. J'ai beaucoup aimé, en ce qui me concerne, le lien qui se tisse entre Zelda et Echo notamment a été très beau. Ça reste un Zelda de par son lore, de par son ambiance, de par sa direction artistique également. On reste sur une esthétique très chibi, très pâte à modeler, comme le remake de Link's Awakening. Et au niveau des mécaniques, on se retrouve avec une princesse Zelda, donc qui est au centre de l'aventure pour la première fois. Hein. Une princesse qui peut copier quasiment n'importe quel objet, mais aussi n'importe quel monstre, pour ensuite les dupliquer, faire en sorte de les mettre de son côté. Donc en ce qui concerne les objets, elle va copier une petite table, et ensuite avec la table, elle va pouvoir par exemple monter dessus pour franchir un obstacle. Et en ce qui concerne les monstres, c'est un peu pareil. Et mettons que Zelda a besoin de grimper très haut, elle se retrouve dans une grotte par exemple, et bien si elle a pu vaincre et
copier une araignée, elle va pouvoir dupliquer cette araignée et faire en sorte que l'araignée tisse un fil et ensuite pouvoir grimper le fil, franchir un obstacle qui autrement n'aurait pas été franchissable. Il y a toutes sortes de gimmicks qui se succèdent au fil des niveaux et pour ma part j'ai apprécié de bout en bout. Au niveau de la difficulté, clairement rien d'incroyable, mais quand même je trouvais que les donjons étaient plutôt bien dosés. Certains plus que d'autres peut-être, mais dans l'ensemble des donjons plutôt bien dosés. Il faut garder à l'esprit que c'est un petit Zelda, ce n'est pas un Zelda principal, donc évidemment au niveau de l'attente ce n'est pas du tout la même chose. Moi je considère que si vous appréciez les Zelda de manière générale, vous apprécierez celui Echoes of Wisdom, même si sa mécanique quand même diffère de la plupart des Zelda. Forcément il s'agit de la princesse qui se joue différemment de Link. Je trouve ça bien que Nintendo pour une fois ait décidé vraiment de mettre l'emphase sur Zelda plutôt que sur Link, parce que quand même ça s'appelle la légende de Zelda, au bout d'un moment il fallait qu'on puisse jouer Zelda. Mince. Fire Emblem Three Houses. Purée, quel bœuf. J'avais peur de ne pas apprécier le genre du tactical RPG, et bien Fire Emblem m'a prouvé que j'avais absolument tort, parce que j'ai adoré jouer à Fire Emblem Three Houses. Alors pour vous la faire courte, on incarne un mercenaire qui devient professeur dans une sorte d'université religieuse qui regroupe trois grandes factions, trois grandes maisons. Nous avons la maison des Serres d'Or, nous avons la maison des Lions de Saphir et nous avons la maison des Aigles de Jet. Et du coup ça fait que nous avons trois histoires différentes à parcourir donc selon notre préférence pour tel ou tel personnage. Comment vous dire, au niveau des combats, je trouve que le gameplay est très bien travaillé, à la fois dynamique, subtil, complexe, mais lisible, pas forcément d'emblée, mais petit à petit vous commencez vraiment à saisir pourquoi tel personnage convient mieux à telle classe et pourquoi il faut mieux lui passer tel ou tel objet, telle ou telle relique pour qu'il puisse vraiment s'exprimer à son plein potentiel, sachant que ce n'est pas défini. Vous pouvez parfaitement faire en sorte qu'un personnage se déploie dans une classe particulière ou une autre classe particulière sans que vraiment la qualité globale ne change. Donc c'est toutes sortes de multiples détails qui mis bout à bout vous donnent vraiment envie de tout le temps combattre, faire des batailles, voir si telle stratégie marche, si tel personnage est en bonne synergie avec un autre personnage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les trois histoires principales sont vraiment différentes les unes des autres et du coup ça m'a évidemment donné envie de recommencer le jeu 3 fois, ce qui m'arrive très rarement en termes, moi de manière générale je n'aime pas vraiment refaire quelque chose, même si je commence à changer de point de vue là-dessus. Mais du coup, en ce qui concerne Fire Emblem, je n'ai pas hésité à refaire le jeu 3 fois. Surtout, ce qui est très addictif dans Fire Emblem, c'est qu'on a envie de se challenger. Pour ma part, par exemple, la première histoire, je l'ai fait avec les Serres d'Or en difficulté normale. Ensuite, j'ai tenté de faire les Aigles de Jet en difficulté experte, Mardening en anglais. Je m'en suis mordu les doigts. Je suis repassé en difficile. Et enfin, la troisième histoire, je l'ai fait en expert. Ça a été un supplice, mais quel sentiment incroyable une fois que je suis parvenu à la map finale, une fois que je suis parvenu à vaincre le boss. C'était juste un sentiment d'accomplissement très satisfaisant, sachant que Fire Emblem est un jeu vraiment qui se construit sur la durée. S'il s'avère que votre stratégie a été mauvaise durant par exemple les 3/4 du jeu, autant vous dire que vous êtes foutu en expert. Il va falloir tout recommencer à zéro ou alors évidemment abaisser la difficulté, sachant que si vous abaissez la difficulté, vous pouvez pas revenir de nouveau à expert, hein. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que marche la vie. Voilà. Au niveau de la bande originale, masterclass. Au niveau des différentes cinématiques, masterclass. Le chara building des différents personnages, notamment les personnages principaux, c'est narré d'une manière particulièrement impressionnante. J'ai parfois l'impression que Fire Emblem c'est un peu le Game of Thrones de Nintendo. En tout cas, Fire Emblem Three Houses, c'est clairement le Game of Thrones de Nintendo. Nous avons des trahisons, des entremêlements de stratégies, de calculs géopolitiques, telle destinée qui s'entrecroisent avec une autre destinée, différents points de vue, différentes perspectives. Il n'y a pas forcément de bon, il n'y a pas forcément de méchant. Ce fut un plaisir constant que de suivre ces différentes intrigues, ces différentes conclusions narratives qui, selon vos liens avec tel ou tel personnage, vont pouvoir changer au fil du temps. C'est pour ça qu'en fait, chaque partie est différente. Vous pouvez en fait recruter quasiment n'importe quel élève, sachant qu'au niveau de la romance, il est possible aussi de se marier avec tel ou tel personnage. Par contre, on se marie qu'une fois. Attention. Quoi qu'il en soit, merci Fire Emblem, et du coup ça m'a forcément donné envie de jouer aux autres Fire Emblem, quand bien même j'ai compris que Fire Emblem 3 Maisons était assez différent, notamment dans son exploration de la cathédrale où on pouvait faire des quêtes annexes, on pouvait parler à toutes sortes de personnes, on pouvait manger à la cantine, on pouvait pêcher, ce genre de choses. J'ai cru comprendre que les autres Fire Emblem étaient quand même assez différents. Du coup, je vais voir ce que donne Fire Emblem Engage, qui, alors en termes d'histoire apparemment, est loin d'être aussi structuré, d'être aussi complexe que Three Houses.
Houses. Par contre, en termes de gameplay, apparemment, c'est une dinguerie absolue. Quoi qu'il en soit, Three Houses fait partie de mon top 10 easy et de mon top 5 au niveau des jeux sur Switch. C'était vraiment incroyable. Clairement, il a accompli sa mission. Super Mario Party Jamboree, c'est un très bon Mario Party. C'est peut-être le meilleur Mario Party auquel j'ai joué. Alors évidemment, comme chaque Mario Party, il a le don de m'énerver. J'ai l'impression que je perds quand même un peu trop souvent, sachant que j'ai des problèmes de Joy-Con Drift et j'ai des problèmes de Wi-Fi aussi, problèmes de Bluetooth. Et puis j'ai l'impression que mes camarades trichent. Quoi qu'il en soit, dans l'absolu, très très bon Mario Party, pas mal de maps, beaucoup de mini-jeux, beaucoup de modes aussi différents à explorer et surtout un fun vraiment continu. C'est vraiment le seul jeu où avec des amis, on va s'appeler de temps à autre pour faire une petite partie sur un plateau et rire aux dépens de l'autre. Mario Party, c'est vraiment le jeu convivial par excellence. C'est le jeu de société au niveau vidéoludique par excellence. Si vous aimez jouer avec vos potos, Mario Party Jamboree, c'est un peu incontournable. C'est un peu l'évidence absolue. Je sens qu'on va en avoir pour pas mal d'années avec ce Mario Party Jamboree. Pokémon Masters, c'est un jeu mobile auquel je joue depuis pas mal de temps maintenant. C'est le seul jeu mobile auquel je joue depuis maintenant 5 ans. Je crois que le jeu a fêté ses 5 ans et demi et vraiment depuis 5 ans et demi, j'y joue tous les jours. Du coup, pour moi, ça fonctionne. C'est du 3 versus 3. Vous avez un dresseur, une dresseuse et son Pokémon. Un Pokémon peut être de type attaquant, par exemple. Un autre Pokémon peut être de type tacticien, à savoir qui va notamment débuffer l'adversaire. On a un Pokémon, par exemple, de soutien qui va faire office de tank, en plus de buffer ses alliés, ses deux alliés. On va avoir des Pokémon accélérateurs qui vont faire en sorte d'accélérer la synergie qui permet de faire une attaque ultime, mais également de passer le plus possible de tours, sachant qu'à chaque fin de tour, vos statistiques augmentent petit à petit. On a des Pokémon régisseurs également qui vont installer une zone ou un champ, par exemple une zone sol, un champ herbeux, un champ psychique, la pluie, le soleil, la tempête de sable. En termes de chara-design, c'est réussi. Au niveau de l'histoire, Dena, le studio, a fait un bel effort. Il y a pas mal de personnages que je ne connaissais pas forcément dans les jeux Pokémon principaux parce que un peu OSF, qui là commencent à être étoffés, commencent à se distinguer du lot et ça fait plaisir à voir. Et puis les costumes sont parfois très bien travaillés. On voit que Dena fait un effort au niveau des fonctionnalités, au niveau des différents challenges proposés. Il y a un contenu qui tente de se renouveler avec plus ou moins de succès, certes, au fil des mois. En ce qui me concerne, ça marche. Là, récemment, on a eu des unités qui introduisent la Météo X, à savoir Flora et Brian, je crois. Non. Avec un Kyogre et un Groudon ancestral shiny du plus bel aloi. Du coup, la météo X, qu'est-ce que c'est? C'est une météo qui est encore plus puissante que la météo normale. Et du coup, en termes de dommages, autant vous dire que ça fait très très mal. On a également eu récemment les unités Arceus qui sont tout bonnement la méta, le top, le sommet du méta à l'heure actuelle. Ma Cynthia Arceus et son Karchakroc 5 sur 5, autant vous dire qu'ils tabassent de fou furieux. Et surtout quand c'est des combats vraiment très 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 compliqués, évidemment, toujours un plaisir d'y parvenir au bout d'un moment. Donc voilà, je compte continuer à y jouer pour l'heure, je ne suis pas déçu. Pokémon Pocket, inutile de présenter, donc c'est le jeu de cartes mobile Pokémon qui est sorti il y a quelques mois maintenant et qui en termes de contenu se renouvelle assez souvent. On a eu la collection Arceus qui est arrivée il y a peu. Par contre, il va falloir attendre un petit moment pour la prochaine et tant mieux, parce que évidemment c'est un jeu qui est aléatoire au niveau des tirages. C'est comme les boosters dans la vraie vie, sauf que cette fois-ci c'est quand même plus accessible. En free-to-play, tout un chacun peut s'ouvrir 2 boosters par jour et j'en connais certaines qui ont une chance incroyable. Je n'ai pas la citer, mais il y a quelqu'un que je surnomme la favorite d'Arceus parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Une Crown, une Pelted Rainbow, toutes les immersives. Non mais ça va quoi, au bout d'un moment aussi. Donc si vous êtes passionné de Pokémon ou de manière générale, si l'univers Pokémon vous plaît de par son esthétique, de par la kawaii-ness de certains Pokémon, si vous aimez les jeux de cartes Pokémon aussi, ou si vous aimez les combats, la dimension combat est plutôt bien réussie. On voit qu'au fil des extensions, la méta évolue et en ce qui me concerne, j'apprécie combattre de temps en temps contre des joueurs et des joueuses à travers le monde. Et puis bon, l'aspect collection, c'est le principal. C'est pourquoi Pokémon Pocket marche autant. On a envie de toutes les collectionner, on a envie d'avoir la carte immersive donc qui s'anime et qui est généralement de très très belle qualité. Et en ce qui concerne les cartes AR, SAR, Full Art, donc ces cartes avec des illustrations qui prennent tout l'ensemble de la surface, la plupart du temps, c'est quand même des visuels très très beaux, très très travaillés. Les rainbows, quasiment toutes, sont magnifiques. Et effectivement, du coup, quand on est dans la collectionnite, on a envie d'avoir les plus belles cartes, on a envie de montrer notre portfolio et de se dire, fichtre, quelle belle collection j'ai, quid de la tienne. Elle est éclatée au sol. Désolé, force à toi, on n'est pas ensemble. Je sens qu'on va en avoir pour pas mal d'années avec ce Pokémon Pocket. Et enfin,
Persona 5 Royal, très très bon JRPG. JRPG que je recommanderais pas forcément à tout le monde parce qu'il est très verbeux. Il y a énormément de textes à lire. Si vous n'aimez pas forcément lire des pavés de texte, autant vous dire que ce n'est pas un jeu pour vous. En ce qui me concerne, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, ça m'a permis de m'immerger à fond dans l'aventure, sachant que les personnages sont très attachants. On incarne notamment des lycéens qui se retrouvent investis de pouvoirs très particuliers. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est JoJo's Bizarre Adventure, mais en termes de stand, c'est un peu la même chose. Notre personnage, par exemple, a un stand qui correspond à sa psyché intérieure, à son soi intérieur, et nous avons une sorte de super pouvoir qui permet d'infiltrer la psyché de criminels, ce qu'on appelle des palais. Et à l'intérieur de ces palais se matérialisent leurs fantasmes les plus atroces, tous ces vices qu'ils couvent au fond d'eux et qu'ils tentent de réprimer à l'œil du public. Dans leur palais, tout est visible, et ce que l'on peut faire, c'est dérober ce qu'on appelle leur trésor. En gros, il s'agit de détruire leur psyché. Imaginez Voldemort. Nous infiltrons son palais, on se rend compte que c'est plein de serpents bizarres, plein de gens qui crient dans tous les sens, on vole son trésor, et ensuite on se retrouve avec un Tom G du sort qui était encore gentil, qui n'avait pas encore basculé vers le côté obscur, et on lui dit, bon, voilà, ça c'est tous les crimes que tu as accomplis, vis avec mon coco. C'est assez intéressant en termes de débat éthique notamment, ça pose plein de questions sur ce que l'on est prêt à faire pour arrêter un criminel, y compris détruire sa psyché, voire plus que ça. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé tout ce débat idéologique qui s'amorce petit à petit au fil de l'aventure. Au niveau de la bande originale, masterclass absolue. C'est principalement axé jazz, soul, et c'est tout bonnement l'une des meilleures bandes originales qui m'a été donnée d'écouter. Au niveau des combats, c'est très dynamique, j'ai bien aimé. On a toutes sortes de personas, donc de stands que l'on peut, en tant que personnage principal, capturer, un peu comme les Pokémon. Et ensuite sacrifier pour avoir de meilleurs personas. Il y en a plein, avec des chara-design, la plupart du temps très réussis. Il y en a qui sont atroces, mais bien, atrocement bien. Et encore une fois, le récit est tout bonnement captivant. C'est pour ça que les JRPG sont très appréciés par une bonne frange des joueuses et joueurs. Ce sont des jeux qui, au fil de l'aventure, vous immergent dans leur univers et vous font vraiment vous attacher à plein de personnages, tant et si bien que lorsque s'amorce l'inévitable conclusion, l'inévitable fin, un sentiment de tristesse, voire de dépression s'installe en vous, parce que vous vous dites il va falloir dire adieu à tout ce beau monde et il va falloir passer à autre chose. Mais quand ça arrive, ça veut dire que le jeu a accompli sa mission. Il vous a fait poser parfois des questions. Ça, c'est beau. C'est pour ça que le jeu vidéo est un médium quand même fantastique. Pour ma part, c'est peut-être le médium qui parvient le plus à m'immerger en termes de sens, tout simplement. Donc je recommande Persona 5 Royal, mais à partir du moment où vous aimez beaucoup lire, j'insiste là-dessus. C'est une sorte de visual novel, une sorte de roman, une sorte de comics vidéoludique, mais le fait très bien. Il me tarde de faire les autres personnages. Et ce sera tout pour ce numéro de Pêle-mêle jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des recommandations de jeux, n'hésitez pas. En ce qui me concerne, on va partir sur une vague rétro avec notamment Ocarina of Time, Final Fantasy VIII, Majora's Mask, et ensuite, a priori, ce devrait être du Octopath Traveler 2. Voilou. Vous avez une sorte d'aperçu des jeux auxquels je vais jouer, même si ça peut être chamboulé, notamment par rapport à la sortie d'une prochaine console qui se nomme Switch 2. En tout cas, je vous remercie d'être là et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour rappel, je joue également sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. De gros bisous, ciao.